Bonjour. Avant de commencer, je voudrais juste m'assurer que vous avez tout ce qu'il vous faut pour travailler efficacement avec la capsule Rédiger son argumentation deuxième partie. Normalement, avant de faire la première partie, vous avez imprimé le document de travail sur lequel vous avez écrit d'ailleurs. Mais le document de travail, c'est un texte argumentatif qui est encore en chantier, qui n'en est pas encore à sa version finale. Donc, vous devriez avoir ça entre les mains. Vous avez aussi, durant la première partie, fait le travail demandé dans le document d'accompagnement, donc, par conséquent, vous avez aussi sous la main votre texte argumentatif à vous, que vous avez rédigé en étant favorable à la chirurgie esthétique. Donc, votre rédaction à vous, elle n'en est pas non plus à sa version finale. Puis, le troisième document que vous devriez avoir entre les mains, c'est le document d'accompagnement de la deuxième partie, c'est-à-dire ce qu'on voit aujourd'hui. Voilà, prenez votre document de travail. Pour commencer, je vous demandais de donner au texte un titre qui correspondait à la prise de position ou à l'argumentation qui était présentée. Ici, comme la position, c'était une mise en garde contre le côté commercial de la chirurgie esthétique, j'ai donné, moi, comme titre, Beauté piégée. Il y avait bien entendu plusieurs possibilités, puis j'imagine que vous en avez déjà discuté avec votre prof. Maintenant, on va survoler rapidement le texte pour en avoir une vue d'ensemble. Donc, je vais vous demander de cliquer sur le bouton Pause et puis de numéroter les paragraphes. Ça y est, vous avez numéroté les paragraphes. Allons-y. Si on survole rapidement, on se rend compte que l'introduction sert à nous situer. C'est une mise en situation. Puis, dès le troisième paragraphe, on présente déjà la prise de position, ou si vous voulez, l'opinion. En toute logique, le titre reflète la prise de position. Puis ensuite, on a nos arguments qui suivent. Ici, on en a trois. Je vous rappelle que c'est pas parce que dans notre exemple ici, la prise de position précède les arguments qu'on est toujours obligé de faire ça. Vous pourriez très bien commencer par un argument, puis continuer ensuite avec votre prise de position. Puis, à la fin, la conclusion reprend l'opinion. Ça, en revanche, c'est une sacrée bonne idée de rappeler d'une manière ou d'une autre notre opinion dans la conclusion. Parce qu'après tout, le but de toute l'affaire, c'est de mettre en valeur son opinion. Pour l'instant, je fais exprès d'oublier l'avant-dernier paragraphe sur lequel on reviendra plus tard. On va maintenant enrichir un peu notre texte, le peaufiner, le fignoler, pour se rapprocher pas mal de notre version finale. Le travail qui nous reste à faire va porter surtout sur deux aspects. Tout d'abord, certaines idées ont été exprimées un peu vite. Ça manquait peut-être un peu de fini. Bon, c'était pas grave, on était à l'étape du brouillon, où on cherchait surtout à faire sortir nos idées, mais maintenant, on est rendu à l'étape où on ne pense plus seulement à exprimer nos idées, on pense aussi à comment ça va être lu par les autres. Par exemple, dans le tout premier paragraphe, au lieu de juste affirmer la chose, on pourrait interroger le lecteur. C'est la même idée, mais c'est plus dynamique comme entrée en matière. Puis, pour renforcer cet effet-là, je vais utiliser aussi l'interrogation dans la phrase suivante qui termine le paragraphe. Rappelez-vous, on a déjà vu ça, cette technique-là, avec le texte informatif. Quand on présente une argumentation, on utilise souvent les mêmes façons de faire que celles qui sont utilisées dans le texte informatif. Entre autres, pour ce qui est de l'introduction. Ça, c'était pour montrer le premier aspect de notre travail d'amélioration du texte argumentatif pour le rendre plus intéressant à lire. Peut-être modifier des phrases comme on vient de le faire en reformulant ou parfois en ajoutant des détails, mais toujours avec le souci de rendre ce qu'on écrit plus intéressant, plus agréable à lire.
Puis l'autre aspect sur lequel on va travailler, c'est, vous vous en doutez bien, d'utiliser des marqueurs de relation qui vont rendre plus explicite notre raisonnement. Certaines expressions vont nous servir à dire quel est le rapport entre les idées qu'on a présentées. Ils ne sont pas là les unes à la suite des autres par hasard. Par exemple, le lien entre les deux premiers paragraphes. Quel est le rapport entre le fait que c'est le fun de voir des belles actrices, des beaux acteurs, puis le fait que la chirurgie esthétique est répandue dans le monde du show business? C'est tout simplement que le premier est la cause du second. C'est parce que les gens apprécient de voir des belles gueules au cinéma, à la télé, que les acteurs, les actrices se soumettent à la chirurgie esthétique. Ça, on va l'indiquer clairement à l'aide d'une expression qui va marquer cette relation de cause à effet. Dans notre exemple, l'expression « c'est pourquoi » nous informe que l'idée du premier paragraphe est présentée ici comme la cause de l'idée qui commence le deuxième paragraphe. On va s'attarder encore quelques secondes à notre deuxième paragraphe. Je fais ça parce que, comme c'est une idée importante, ça, pour mon argumentation, je vais m'arranger pour la mettre en évidence, cette idée-là. Premièrement, vous avez peut-être remarqué que je viens de raccourcir la phrase de la version originale en mettant un point après le nom showbiz. J'ai une phrase complète quand même là ici. J'ai un sujet, un verbe, et puis j'ai un complément de phrase. Donc j'ai tout ce qu'il faut pour arrêter ça là, mettre un point, et c'est ce que je fais. J'arrête ça là. Comme ça, peut-être que les gens en lisant vont eux aussi s'arrêter là une petite seconde, le temps de mieux absorber mon idée. Ensuite, pour insister un peu plus là-dessus, vu que cette idée-là est vraiment importante dans mon argumentation, je vais ajouter un adverbe pour renforcer le mot répandu. Voilà. Vous ne trouvez pas que mon idée est beaucoup mieux mise en évidence, présentée comme ça? Comparez-la à la version que vous avez, vous, sur votre document de travail. Beaucoup mieux. Allez, dites oui. Oui, beaucoup mieux. Merci. On peut continuer. Vous avez sans doute remarqué que c'est très souvent au début d'un paragraphe qu'on met un marqueur de relation. C'est vraiment un endroit stratégique, les débuts de paragraphe, parce que ça permet de faire la transition, ou si vous préférez, la liaison entre deux paragraphes. Avec le paragraphe suivant, maintenant le paragraphe 3, je vais aussi utiliser un connecteur, un marqueur de relation, mais comme vous allez le voir, celui que j'ai choisi se place beaucoup mieux à côté du verbe. Ici, le mot sûrement me sert à convenir que ce qui vient d'être dit dans le paragraphe précédent est vrai, ce qui me permet ensuite d'opposer le showbiz à la vie réelle. Et cette opposition-là entre les deux idées est déjà exprimée avec le mot mais. Justement, quel est le rapport, d'après vous, entre le troisième et le quatrième paragraphe? Cliquez sur le bouton pause, prenez un instant pour regarder ça, puis inscrivez votre réponse sur le document d'accompagnement. Le paragraphe 4 sert à illustrer, à l'aide d'exemples, ce qui est dit à la fin du paragraphe 3, c'est-à-dire que la vie réelle, c'est pas du show business. J'aurais bien aimé commencer le paragraphe 4 par l'expression « par exemple » ici, mais malheureusement, il est déjà utilisé au 7e paragraphe. Donc, j'ai utilisé une autre expression. J'ai opté pour « en effet » qui joue à peu près le même rôle. Le 5e paragraphe, lui, parle des risques. Ça a rapport avec le sujet, mais pas vraiment avec l'idée qui termine le 4e paragraphe. C'est une idée qui n'est pas une suite directe de l'autre, mais une idée qui provient d'ailleurs. Le paragraphe suivant, qui ajoute un autre argument, commençait justement par le connecteur « de plus ». Le connecteur « de plus » qui exprime justement l'idée d'une addition. Passons à l'avant-dernier paragraphe, le numéro 7.
dans ce paragraphe-là, j'admets que, ok, d'abord, il y en a certains patients pour qui c'est justifié la chirurgie esthétique. Ben, une façon correcte, élégante de dire, ok, d'abord, ça pourrait être, par exemple, bien entendu, ou ça aurait pu être, j'admets que, puis toujours dans le même paragraphe, comme les grands brûlés représentent un exemple de ce genre de patient, hein, c'est déjà manifesté par l'expression par exemple. Donc le paragraphe 7 représente un peu un contre-argument, une objection, un obstacle en quelque sorte à ma prise de position. Heureusement, la conclusion qui suit revient, elle, dans la bonne direction, si j'ose dire. Elle reprend la prise de position. Donc, par conséquent, je vais commencer mon dernier paragraphe par une expression qui va dire que, malgré ce qu'on vient de dire, malgré des cas comme les grands brûlés, dans la plupart des cas, ma prise de position se défend quand même. J'aurais pu utiliser le mot cependant, ou encore le très joli néanmoins, mais bon, j'ai préféré toutefois. Ah, les dictionnaires, c'est tellement utile, hein? Maintenant, regardons ce qui se passe avec les 7e et 8e paragraphes. Dans le 7e paragraphe, j'ai mentionné un contre-argument. Hein, j'ai fait part d'un renseignement, une idée qui s'oppose, qui s'objecte à ma prise de position. Mais, bien entendu, puisque moi j'essaie de convaincre les gens que ma prise de position est fondée, ben, je dois m'assurer de repousser, de réfuter cette objection-là. C'est ce que je fais ici dans ma conclusion. Dans ce cas-là particulier, ma conclusion est aussi une réfutation, qui d'ailleurs commence par le marqueur de relation toutefois qui indique une opposition. Mais il faut dire que l'objection et la réfutation n'apparaissent pas nécessairement, obligatoirement, à la toute fin. On peut les retrouver n'importe où on met des arguments. Bon, là, il doit y en avoir quelques-uns qui se disent « C'est sûr, ça va bien pour lui, il est prof de français, il les connaît, les marqueurs de relation, mais nous, qu'est-ce qu'on fait ?» Bon, ne désespérez pas, j'ai quelques suggestions pour vous. Premièrement, vous pouvez bien entendu ouvrir votre manuel de français à la page où il y a un tableau qui présente plusieurs marqueurs de relation. En partant, ça va vous donner des idées. Ensuite, c'est peut-être drôle à dire, mais les dictionnaires sont particulièrement efficaces pour ça. Parce qu'à partir de quelques mots que vous avez, ils vont vous donner des synonymes, des antonymes, ils vont nous donner des phrases avec des exemples aussi. C'est aussi le cas de logiciels d'aide à la rédaction, comme Antidote par exemple, ou encore d'un dictionnaire électronique qui va vous donner lui aussi plein de suggestions. Et c'est d'autant plus intéressant que ces logiciels-là nous donnent des réponses rapidement. Maintenant, soyons réalistes, l'utilisation appropriée des marqueurs de relation, c'est pas une simple connaissance que vous allez acquérir en quelques minutes. C'est surtout une habileté que vous allez développer graduellement. Donc le truc, c'est de prendre l'habitude d'en utiliser des marqueurs de relation. Si vous en prenez l'habitude, vous allez vous améliorer rapidement. Plus souvent vous en utilisez, naturellement, plus ils vous viennent à l'esprit spontanément.